Alors, ces 10 raisons, je vais commencer tout de suite parce que c'est une conférence très longue. La première raison a été notamment très singulièrement à modifier pour faire ressortir un nouvel argumentaire. C'est en fait l'argumentaire que j'ai présenté la première fois il y a quelques jours devant des élèves polytechniciens. Je leur ai fait un petit cours de maths, si je peux me permettre, donc j'ai fait faire pareil. C'est assez, vous allez voir, je trouve que derrière c'est assez intéressant. La raison numéro un, c'est qu'il faut rétablir la démocratie en rendant leur sens aux élections. Je me plais à souligner que j'ai un de nos adhérents qui est de Côte d'Or, qui a fait pour moi, qui travaille dans une entreprise de transport, qui rencontre beaucoup de gens, et qui a fait une petite enquête il y a quelques jours, une espèce d'enquête de terrain. Je lui demandais, mais pourquoi finalement est-ce que nos concitoyens ne s'intéressent plus à la politique ? Donc il a fait une enquête un peu de micro-trottoir parmi tous ses collègues de travail, etc., beaucoup de gens qu'il a rencontrés. Et donc il m'écrit, ce qui d'ailleurs est la confirmation de ce que je ne cessais de dire depuis plusieurs années, ce que vous sentez tous d'ailleurs intuitivement. Pour résumer, les gens ont le sentiment qu'au fond d'eux-mêmes, peu importe leur vote, les gens qu'ils élisent appliquent de toute manière tous la même politique. Voilà. Tous font de belles promesses pendant les campagnes électorales, puis une fois élus, placent leurs copains au pouvoir en oubliant leur programme. C'est Alexandre de Côte d'Or qui a fait cette analyse. Et puis il me cite toute une série de réactions enregistrées. Voilà, un homme de 35 ans. Réponse, pourquoi est-ce que vous ne vous intéressez pas à la politique ? Réponse, parce qu'ils se foutent de nous. C'est de la fumisterie, ce qu'ils veulent, c'est la place et placer les copains et les copines. Un autre, âgé de 40 ans, parce qu'ils nous prennent pour des cons. Ils nous racontent ce qu'ils veulent sans oublier de nous mentir. Et une autre personne sondée, âgée de 39 ans, parce qu'ils nous disent tous la même chose. Ils promettent tous la même chose, que c'est toujours les mêmes qui se serrent la ceinture et qu'ils n'appliquent pas à eux ce qu'ils demandent à nous de faire. Un autre encore, c'est tous des menteurs. Ils ne tiennent pas leurs paroles. Ils sont emprisonnés dans un système. Un autre encore, âgé de 34 ans. Ils sont tous pareils. Ils veulent tous la place. Ils promettent tout et une fois qu'ils ont la place, ou ils reviennent sur ce qu'ils ont dit, ou ils se laissent manipuler. Un autre de 26 ans. Je n'arrive pas à trouver de parti qui adhère à mes idées et je ne crois plus en aucun parti en place. Un autre âgé de 19 ans. Parce que vis-à-vis des autres, je n'ai pas assez de connaissances de la politique pour apporter mes idées et je ne m'y intéresse pas par manque de temps. Enfin voilà. Donc il y a une très grande partie de nos compatriotes qui sont absolument dégoûtés et qui ont le sentiment que leur vote ne sert plus à rien. Alors, ce que je voulais dire en préambule, c'est que c'est effectivement le problème numéro un, c'est la fin de la démocratie. Et je voulais voir avec vous, vous expliquer qu'il s'agit d'abord d'un problème mathématique, avant même d'un problème politique. Alors on va examiner tous ensemble ce problème mathématique. Je vais essayer de vous le présenter d'une façon simple. Ça a été en tout cas validé par les étudiants de Polytechnique. Ensuite, ils n'ont pas bronché, au contraire, ils ont trouvé ça intéressant. Quand vous avez un seul État indépendant, si un État est indépendant, sa politique est tout le temps cohérente. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement soit de gauche, soit de droite. Il est vrai que dans certains cas, ça dépend des pays, on peut avoir une cohabitation institutionnelle, mais c'est quand même assez rare. Donc quand les Français votent à droite, ils ont un gouvernement de droite, et quand ils votent à gauche, ils ont un gouvernement de gauche. C'est comme ça que ça se passait sous De Gaulle ou sous Mitterrand. Il n'y avait pas de malaise politique. Lorsque les Français ont élu Mitterrand en 81, les gens de droite étaient furieux, les gens de gauche étaient enchantés, mais personne ne disait qu'il n'y avait plus de démocratie en France. Donc la probabilité d'une politique cohérente de droite ou cohérente de gauche, c'est, on va le voir pourquoi ensuite, 1, c'est-à-dire 0,5 à la puissance 0. 50% puissance 0 égale 1, on va voir pourquoi un peu, je ne sais pas si d'entre vous sont mathématiciens. Maintenant, si vous avez deux États que l'on force à adopter une politique commune, par exemple, l'Allemagne et la France, vous avez une première possibilité, c'est qu'il y a en France un gouvernement du Parti socialiste et en Allemagne un gouvernement de la chrétienne démocratie, c'est-à-dire l'équivalent de l'UMP, la CDU. C'est ce qui se passe par exemple actuellement. Vous avez M. Hollande en France, Mme Merkel en Allemagne. Donc vous avez une incohérence, puisque vous avez un gouvernement de gauche et un gouvernement de droite. Maintenant, vous pouvez avoir une autre formule, c'est le Parti socialiste en France, Parti socialiste en Allemagne. Donc vous allez avoir cette fois-ci une cohérence de gauche. Si on force à avoir la même politique commune entre les deux États. Et puis, vous avez une autre possibilité, c'est l'UMP. Je simplifie à l'extrême, bien entendu. Je simplifie uniquement sur un simple clivage droite-gauche.
L'UMP en France, Parti socialiste en Allemagne, incohérence, cette fois-ci droite-gauche. Et puis enfin, UMP en France, CDU en Allemagne, et cette fois-ci, on aura cohérence de mouvement de droite. Ça veut donc dire que sur ces 4 possibilités, eh bien, nous aurons 2 possibilités de cohérence, de politique cohérente au niveau de la fusion de ces 2 États, soit une politique de droite, soit une politique de gauche, et 2 incohérents. Ça veut donc dire que la probabilité d'une politique cohérente de droite ou de gauche dans un attelage de 2 États, c'est de 0,5 à la puissance 1, c'est-à-dire 0,5, 50% de chance. Maintenant, si on a 3 États que l'on force à adopter une politique commune, la France, l'Allemagne et l'Espagne, alors là, vous allez avoir des possibilités vont se multiplier. Première possibilité, le Parti socialiste français de droite, la CDU de droite, le Parti socialiste donc de gauche en France, CDU de droite en Allemagne, et Partito Popolare, le Parti populaire de droite en Espagne. On aura une incohérence gauche-droite-droite. On peut avoir PS, CDU et le Parti socialiste espagnol. On aura incohérence gauche-droite-gauche. On peut avoir Parti socialiste, SPD et Parti populaire espagnol. On aura incohérence gauche-gauche-droite. On peut avoir Parti socialiste, SPD et Parti socialiste espagnol. Là, on aura cohérence. On aura une cohérence gauche-gauche-gauche. On peut avoir l'UMP en France, la CDU et le Parti populaire, c'est-à-dire droite-droite-droite. Ça sera cohérent. Mais on peut avoir l'UMP, le CDU et le Parti socialiste espagnol, ça sera incohérent, droite-droite-gauche. On peut avoir l'UMP, le SPD et le Parti populaire, ça sera incohérent, droite-gauche-droite. Et enfin, on peut avoir l'UMP, le SPD, le Parti socialiste espagnol, ça sera incohérent, droite-gauche-gauche. Ce qui veut dire que, vous voyez, c'est très intéressant d'un point de vue mathématique. Parce que ça veut dire que là, maintenant, avec 3 États, on a 8 possibilités. Il n'y a plus que 2 sur les 8 de politique cohérente. Soit une politique entièrement de droite, soit une politique entièrement de gauche. Sinon, c'est une politique totalement incohérente. Donc, la probabilité d'une politique cohérente, soit totalement de droite, soit totalement de gauche, dans un attelage de 3 États, est donc de 0,5 au carré. Ça ne fait plus que 0,25. 25 chances sur 100. Alors, je ne vais pas passer toute la journée à faire les choses. Je vais maintenant basculer en termes théoriques, mathématiques. En termes théoriques, il faut résumer ce passage en termes mathématiques. Ceux qui sont rétifs aux mathématiques me font confiance, les autres dressent l'oreille. En fait, si on a n états, n étant supérieur ou égal à 1, à un instant donné, il y a 2 puissance n possibilités pour que les n uplets de gouvernement, en supposant qu'il n'y en a que 2 par État, gauche et droite. C'est la supposition de départ. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué, comme je vais le dire dans un instant. Ça veut donc dire que seuls 2 n uplets permettent une politique cohérente. Le n uplet, GGGGG, tout est à gauche, ou bien DDDDD, tout est de droite. Donc, puisque les éventualités de politique cohérente et de politique incohérente ne se recoupent pas, la politique est incohérente pour les 2 puissance n moins 2 n uplets restants. Ce qui donc fait une probabilité d'avoir une politique cohérente qui est de 2 divisé par 2 puissance n, c'est égal à 1 si divisé par 2 puissance n moins 1, c'est égal à 0,5 à la puissance n moins 1. On retombe de façon mathématique, c'est un petit peu compliqué peut-être pour certains d'entre nous, en tout cas ça parle aux polytechniciens, on retombe de façon mathématique sur cette règle d'empirique qu'on avait découverte ensemble au cours des 3 premiers exercices, avec 1, 2 et 3 états. Alors, c'est évidemment très important cette petite découverte que je vous propose, parce qu'en première approximation, la probabilité d'avoir une politique cohérente de droite ou de gauche dans un attelage de n états est donc de 0,5 à la puissance n-1. Et encore, on simplifie, oui, à l'extrême, on dit seulement la droite ou seulement la gauche. Donc, c'est un calcul exagérément favorable car il postule implicitement d'abord que les choix sont binaires, droite-gauche. Dans chaque pays, en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a les écologistes, l'extrême droite, l'extrême gauche, etc. Deuxièmement, ça postule que les gauches et les droites ont des programmes compatibles selon les États, ce qui est totalement faux. La gauche, ou ce qui reste de la gauche française ou la gauche britannique, n'a rien à voir avec, par exemple, la gauche, grecque. Donc, ils ne sont pas de même d'accord entre eux. On simplifie, c'est vraiment une vision totalement simplifiée. Et enfin,
un autre élément décisif qui vient, comment dirais-je, simplifier mon analyse, c'est qu'on suppose qu'il n'y a pas d'opposition supplémentaire entre les intérêts nationaux, ce qui est archi faux. Parce que ce qui prime avant toute chose, avant la droite et la gauche, c'est d'abord les intérêts nationaux. La gauche, par exemple, slovaque, n'a pas du tout, la gauche polonaise ou la gauche des pays de l'Est n'a pas du tout les mêmes intérêts que la gauche des pays de l'Ouest européen, par exemple, en matière de lutte contre les délocalisations. Néanmoins, et en restant sur cette grande simplification que je vous propose, on peut quand même en tirer une conclusion qui est assez phénoménale. Pour 6 États, l'Europe des 6, celle que nous avons connue à partir de 1957, eh bien, la probabilité d'une politique cohérente droite-gauche, avec mes simplifications, c'était de 0,5 à la puissance 5, c'est-à-dire 0,031, 3,1%. Ce qui signifie qu'on pouvait avoir une probabilité d'avoir une politique cohérente de 3 ans sur un siècle. Il s'agissait de l'Europe des 6. Mais l'Europe des 27... Pour 27 États, la probabilité d'une politique cohérente, soit entièrement de droite au niveau des 27, soit entièrement de gauche, elle est actuellement de 0,5 à la puissance 26, c'est-à-dire de, excusez-moi, 0,000000014 chances sur 100. C'est-à-dire très exactement une demi-journée tous les 100 000 ans. C'est une dédicace spéciale que je fais à M. Mélenchon qui vous propose une Europe de gauche. Ou à M. Cohn-Bendit qui vous propose une Europe écologique. Ça, j'y reviendrai parce que la probabilité est infinitésimale. C'est évidemment très important à comprendre. Je vous montre ici que de toute façon, nous serons bientôt au 1er juillet 28 États, puisque la Croatie va se joindre à nous. Et donc à ce moment-là, la probabilité d'avoir une politique cohérente, soit entièrement de droite, soit entièrement de gauche, au sein de l'Union européenne, tombera à 0,5 puissance 27, c'est-à-dire 0,000000007 1451 chances sur 100, c'est-à-dire 6h30 minutes tous les 100 000 ans. Les conséquences sont évidemment considérables. Parce qu'au-delà de la mathématique, ça se traduit bien dans la réalité des événements. La conséquence, c'est qu'il est mathématiquement impossible d'avoir une politique cohérente au sein de l'Union européenne. La probabilité est infinitésimale. Ça veut donc dire que les institutions européennes sont en situation de cohabitation droite-gauche permanente. C'est d'ailleurs le cas en ce moment. Vous voyez actuellement le Conseil européen, c'est-à-dire les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Il y en a 13 qui sont de droite, du Parti populaire européen, Portugal, Espagne, Allemagne, Luxembourg, Pologne, Suède, Finlande, Lettonie, Irlande, Hongrie, Roumanie, Grèce, Malte, et puis n'oublions pas l'île de Chypre qui est un petit peu sur le départ. Et puis nous avons 6 gouvernements de gauche qui sont relatifs au Parti socialiste européen. La France, la Belgique, le Danemark, la Slovaquie et l'Autriche. Et puis nous avons, parce que mon schéma était très simplificateur, j'étais uniquement droite-gauche, sinon ça serait très complexe à vous présenter. C'est déjà pas tout à fait simple. Donc maintenant, vous en avez 2 qui sont des libéraux-démocrates, donc en Estonie et aux Pays-Bas, un petit peu l'équivalent du centre. Vous en avez 2 qui sont du groupe conservateur et réformiste, c'est-à-dire on pourrait appeler ça des souverainistes light, légers. C'est le gouvernement de M. Cameron en Grande-Bretagne et le gouvernement tchèque. Le gouvernement tchèque a refusé d'adopter l'euro et le gouvernement de M. Cameron qui a annoncé un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Et puis vous en avez 4 qui sont des partis, comment dirais-je, indépendants. Donc, vous voyez que c'est une illustration exacte de ce que je vous présentais. Au passage, il y a beaucoup moins de chances d'avoir une politique monocolore cohérente au niveau de l'Union européenne que de gagner au gros lot, au loto. Donc ceux qui vous font croire à une autre Europe sont exactement les mêmes arnaqueurs que le loto qui vous fait croire toutes les semaines que vous allez gagner le gros lot. Donc vous pouvez jouer 40 ans, 50 ans de votre vie. Alors oui, il y a une fois, une personne, on sait qu'il y a quelqu'un qui gagne, mais c'est jamais vous. Parce qu'en réalité, la probabilité était infinitésimale.
Mais la probabilité d'avoir au sein de l'Union européenne une seule et même Europe, une Europe sociale par exemple, elle est nulle. Tous les 10, 6h30, tous les 100 000 ans. Et dans une première approximation. Dans une première approximation parce que les conséquences de tout ça, c'est qu'il y a cohabitation droite-gauche permanente, indifférente aux élections nationales. Les Français ont voté à gauche, ça n'a rien changé au fait que les autres pays, eux, n'avaient pas voté. Donc il n'y a pas de politique du tout. Ça ne change rien. À Bruxelles, c'est le règne des lobbies qui s'installe, puisque de toute façon, le gouvernement de l'Union européenne, la Commission, est systématiquement mélangé de droite et de gauche. Et lorsque, par exemple, un pays comme la France bascule, si l'on peut appeler ça une bascule, de droite à gauche, au même moment, l'Espagne a basculé de gauche à droite, qu'à quelques mois près. Donc on a face à une espèce de Rubik's Cube insoluble, et qui fait qu'à chaque fois, vous avez une impossibilité d'avoir tous les pays de la même couleur. Encore une fois, à supposer que même s'ils étaient tous à gauche, ils étaient d'accord, ce qui ne serait pas le cas, parce qu'il y a par ailleurs les intérêts nationaux. Mais je simplifie à l'extrême le raisonnement. Donc les élections nationales dans un État en particulier ne peuvent plus rien changer. D'autant plus que les décisions prises par la Commission s'imposent. Et vous savez que tous les choix stratégiques sont décidés par l'Union européenne. C'est très exactement ce que constatent les Français. Ils sont furax parce qu'ils ont voté pour Sarkozy en pensant que Sarkozy allait changer, allait améliorer le système, allait diminuer l'endettement public, etc. Ils se sont aperçus que ça ne changeait rien. Après ça, ils étaient tellement furax contre Sarkozy qu'ils ont voté pour Hollande en disant avec Hollande quand même, on va enfin défendre les travailleurs, on va enfin lutter contre les délocalisations. C'était il y a 10 mois, maintenant, on n'a jamais vu un président de la République sombrer aussi vite dans des abîmes d'impopularité, parce que les Français de gauche se disent, encore une fois, c'était cette petite étude qui a été faite donc sur le terrain, c'est ce que disent les gens. Ils sont furax, mais ils sont furax, on ne leur dit pas pourquoi. Moi, je suis assez volontiers prêt à dédouaner un petit peu M. Sarkozy, M. Hollande. Je ne les dédouane pas parce qu'ils sont co-responsables, parce qu'ils refusent de dire ce que je vous dis. C'est donc qu'ils sont complices de cette situation, de ce théâtre d'ombre qui a été transformé, dans quoi on a transformé la démocratie. Mais en gros, c'est fondamentalement parce qu'ils appartiennent et ils soutiennent un système qui, de toute façon, vide de sens les élections nationales. Donc du coup, oui, ben, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les électeurs réalisent progressivement, élection après élection, qu'il ne sert plus à rien de voter à droite ou de voter à gauche, car cela ne change rien, à la politique subie qui est justement imposée par les institutions européennes. Du coup, l'abstention ne fait que grimper élection après élection. C'est exactement ce que l'on observe d'ailleurs.